Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Nous partons aujourd'hui en Auvergne. L'herbe qui égare de Jean Portail. Très belle écoute à tous. Le Massif central fut long à oublier les dieux auxquels il doit ses sources guérisseuses. Même après des siècles, le christianisme n'avait pas déraciné en profondeur les vieilles croyances. Quand le génial petit pâtre auvergnat, Gerbert qui deviendra pape, le pape de l'an 1000, sous le nom de Sylvestre II, inventa non pas la presse hydraulique, comme fera Pascal, mais les tables inclinées qui allaient faciliter le travail des orpailleurs de la Jordane. Nombre de ses compatriotes virent en ce savant en toutes choses une sorte de grand maître des éléments. Et il ne pouvait pas naître ailleurs qu'en cet auvergnate visionnaire l'étrange moine qui, 400 ans à l'avance, prédit ce qu'il adviendrait au clergé, à la noblesse et à la royauté. Quant au diable, qui possédait beaucoup de résidences secondaires, il ne manqua pas de se faire construire au Nord-Gévaudan, à Javol, un château fort. Du dehors, on n'en voyait rien. Un amas de ruines en dissimulait l'entrée. Le maître de séance y donnait de grandes fêtes, où l'on dansait au son des théorbes. Hélas, les imprudents qui s'y laissaient entraîner ne ressortiraient plus, sauf, tenez-vous bien, sous l'aspect de quelques mâles bêtes, fanettes, moitié femme, moitié bête, ou loups-garous. Ces loups-garous contre lesquels les petits bergers devaient se battre à coups de sabot. Aussi n'est-il pas besoin de grande imagination pour se souvenir de la mystérieuse et jamais identifiée bête du Gévaudan. En automne 1764, commencèrent à circuler des bruits sinistres du côté de la Margeride. Un loup monstrueux, un loup-hyène, semait la terreur. Ses victimes ne se comptaient plus, cela dura des années. Puis il disparut comme il était venu. Qu'était en réalité la bête du Gévaudan? De nos jours encore on en discute, diverses hypothèses sont avancées. Ce sont les preuves qui manquent le plus. Comme les dieux, comme le diable et ses rabatteurs, les fées ont-elles déserté ces graves monts d'Auvergne, aïeux de nos Alpes et de nos Pyrénées? Les gnomes, joueurs de boules, ne font-ils plus rouler les luisants fruits lisses sous les châtaigneraies? Pourtant, il n'y a pas plus d'un siècle, on parlait encore du Cantal au Velay, de l'herbe qui égare. Marchiez-vous sur l'une de ces touffes maléfiques, vous perdiez votre chemin. Cela, par le fait d'une fée jalouse dont la chronique ne nous a pas laissé le nom. Elle s'était éprise d'un beau jeune homme de Saint-Flour, d'autres disent de Brioude ou encore de Polignac. La chose est sans importance. Hélas, le beau jeune homme était fiancé. Celle qu'il aimait appartenait à notre banale race humaine, et il lui resta fidèle malgré les plus féeriques astuces de la dédaigner. Mais un jour, heureux et sifflotant, il allait rejoindre sa belle, qui paissait ses blancs moutons en filant sa quenouille à l'orée du bois. Un bois qu'il connaissait à fond, il aurait pu s'y diriger les yeux fermés. Et voilà qu'il ne savait plus où il était. Faisait-il 20 pas en avant, il se revoyait à son point de départ. Ce n'était pas possible. Des choses pareilles n'arrivent que dans les rêves. Mais dans les rêves, on ne pense pas. Et il n'avait peut-être que trop pensé à sa chère Anna. Il en avait perdu la notion de l'heure et des lieux. Maintenant qu'il avait retrouvé ses esprits, il retrouverait aussi son chemin et rattraperait le temps perdu. Il n'y avait pas à s'impatienter. Il avait passé la clairière des Chardonnerets, pris le sentier de droite comme d'habitude. Donc, il devait être à quelques enjambées de la prairie où Anna l'attendait avec sa quenouille et ses moutons.
Après tout, par un bout ou par un autre, il finirait bien par en sortir. Rageusement, transpirant, les oreilles bourdonnantes, grelottant de fièvre ou de peur, il avait beau courir droit devant lui, il se trouvait ramené à son point de départ. Combien d'heures tourna-t-il ainsi sur place? Le soleil touchait l'horizon. Le bois s'était assombri et le malheureux piétinait toujours, criant, hurlant. Et Anna, ne l'entendait-elle pas? Anna avait ramassé sa quenouille, rassemblé ses moutons. Triste et résignée, Martial n'était pas venu. Elle ne l'accusait ni d'oubli, ni d'exactitude. Il se reverrait demain et il lui expliquerait. À moins que, la gorge serrée, elle se rappelât la trop belle fille blonde qu'elle avait surprise près de son cher Novi. Une étrangère, ignorée par les gens du pays, sauf par Martial, qui avait rougi quand elle lui en parla. Et comme il arrive parfois, quand on pense à quelqu'un, la belle fille blonde surgit devant elle. Par où était-elle venue? Mais puisque l'occasion se présentait de lui montrer qu'elle n'était pas dupe de ses manigances, « Qu'avez-vous à faire ici, tout à l'heure? Cherchez-vous mon fiancé ?» lui lança-t-elle. « Votre fiancé ?» ricana l'autre. « Si je le cherchais, je ne serais pas ici. Il ne s'y trouvera plus jamais. Plus jamais il ne sera là où vous êtes. J'ai fait pousser sur sa route l'herbe qui égare. Il y a posé le pied. Ni vous ni personne ne le reverrez plus. » Sur ces mots, elle s'évapora, et Anna comprit avec désespoir qu'il s'agissait d'une fée. Jamais on ne retrouva Martial. La pauvre bergerette mourut de chagrin. Mais l'on assure que le sortilège ne perdit pas de sa force après ce drame affreux de la fidélité et de la jalousie. Jusqu'au milieu du siècle dernier, d'inexplicables disparitions furent mises sur le compte de l'herbe qui égare et qui aurait proliféré malgré les tonnes d'eau bénite déversées par monsieur le curé en tous endroits signalés. Sa dernière victime aurait été le Julien Mativeau. Quand celui-ci émit la prétention de traverser certains petits bois fort suspects et d'en revenir d'un coup de pied, on n'en fut pas loin de lui attribuer une volonté de suicide condamnable, sinon explicable. Le pauvre était marié à une horrible mégère, une de ces femmes créées pour le martyre des faibles hommes. Pourtant, quand on le plaignait, il avait parfois un drôle de sourire, comme un qui prépare une bonne farce. Il souriait de la même façon le jour qu'il s'engagea dans les redoutables fourrés, moquant les superstitieux qui cherchaient à le retenir. Il faut vous dire qu'il avait rapporté de son service militaire des idées de la ville. Las, l'herbe qui égare résolut son destin. Comme tant d'autres avant lui, il ne revint pas. Seulement 2 ans plus tard, un gars du village ayant dû se rendre à Paris jura que, passant devant la terrasse d'un élégant café de la capitale, il y avait vu le Julien, attablé au milieu d'une bande joyeuse. La preuve, le Julien lui aussi l'avait reconnu, et il s'était sauvé, le Julien laissant son pays cloué sur place de surprise. Qu'en penser? En matière de témoignage, il est bien aventuré de se faire une opinion. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour de nouveaux contes.